Après les funérailles de mon mari, j'ai frappé à la porte de mon fils, espérant y passer la nuit. Ma belle-fille l'a entr'ouverte juste assez pour dire « Vous faites votre deuil chez vous. Ce n'est pas un refuge ici. » J'ai dormi dans ma voiture devant leur maison, écoutant mes petits-enfants rire à l'intérieur. Le lendemain matin, je suis allée au bureau de l'avocat et j'ai entamé quelque chose que je n'aurais jamais pensé devoir faire. Je m'appelle Ruth et j'ai 67 ans. Mon mari, Walter, est décédé il y a 2 mois. Nous avons été mariés pendant 41 ans. C'était le genre de mariage où l'on se disputait pour des bêtises, comme la marque d'essuie-tout à acheter ou la façon de charger le lave-vaisselle, mais nous finissions toujours par nous retrouver. Il était mon partenaire, ma personne. Et quand il est mort, j'ai perdu la seule chose stable que j'ai jamais eue. Walter avait un cancer. Un cancer du poumon de stade 4, diagnostiqué tardivement. La dernière année a été difficile. Il était tout le temps fatigué, mangeait à peine, et vivait entre le lit d'hôpital que nous avions installé dans le salon et les visites chez le médecin. Je me suis occupée de lui moi-même. Pas d'infirmière, juste lui et moi. Il m'a dit plus d'une fois, « Je ne veux pas que des étrangers me touchent, Ruthie. Je veux partir avec ma femme près de moi. » Et j'ai respecté ça. Notre fils, Carter, ne venait pas souvent. Lui et sa femme, Lassie, vivaient à l'autre bout de la ville dans une grande maison que je les avais aidés à acheter, 30 000 $ de nos économies de retraite. Sans condition. Je voulais juste leur donner un coup de pouce. À l'époque, Walter et moi étions d'accord. C'est ce que font les parents. Carter était proche de moi avant. Quand il était petit, nous étions les meilleurs amis du monde. Je lui préparais ses déjeuners, le conduisais à l'entraînement, l'aidais à surmonter son premier chagrin d'amour. Mais quelque part en cours de route, les choses ont changé. Après avoir épousé Lassie, il a commencé à appeler moins, puis à rendre visite moins, puis plus du tout, à moins que nous ne fassions l'effort, et même alors, on avait l'impression de déranger. J'ai essayé de ne pas le prendre personnellement. Les funérailles de Walter ont eu lieu un samedi matin. Église baptiste de Springfield. Jour nuageux, froid mais pas de neige. Il portait son costume bleu marine, celui qu'il appelait toujours son « habit du dimanche », et je m'étais assuré que sa broche en forme de croix en argent préférée était accrochée à son col. Tout le monde est venu, anciens collègues, voisins. Même certains de ses anciens élèves de l'époque où il enseignait les sciences au lycée de Glendale. L'église était pleine. Carter et Lassie sont arrivés 10 minutes avant la fin. Ils se sont assis au fond. Ne m'ont pas adressé la parole. Carter évitait mon regard. Lassie était sur son téléphone, je vous jure. Je l'ai regardé faire défiler son écran pendant que le pasteur prononçait l'éloge funèbre. Ils ne sont pas venus à la réception après. Pas de câlin. Pas de « Comment tu tiens le coup, maman ?» Rien. Ce soir-là, je suis rentrée seule. Je suis entrée dans la maison, et c'était comme une ville fantôme. Ses pantoufles étaient toujours sous le fauteuil. Ses lunettes de lecture étaient sur la table de nuit. Je me suis assise dans le salon et j'ai regardé son lit d'hôpital, toujours fait, attendant toujours un corps qui ne reviendrait pas. J'ai tenu 2 heures avant de faire un petit sac et de conduire chez Carter. Je n'ai pas appelé. Je pensais, je ne sais pas, je pensais qu'il voudrait être là pour moi. Je pensais que la famille signifiait quelque chose, même après tout. Je me suis garée devant leur maison vers 19h15. Les lumières étaient allumées. J'ai vu les enfants par la grande fenêtre du salon, Tyler et Mia, courant dans le salon en pyjama. Lassie était sur le canapé avec un verre de vin. Je me suis tenue sur le porche et j'ai frappé. Quelques secondes plus tard, Lassie a ouvert la porte. Juste une fente, même pas assez large pour entrer. Elle m'a regardé comme si je vendais quelque chose. J'ai dit, Lassie, je sais qu'il est tard. Je ne voulais pas être seule ce soir. Pourrais-je rester ici, juste pour la nuit? Elle n'a pas scié. Elle n'a pas souri. Elle a dit, vous faites votre deuil chez vous. Ce n'est pas un refuge ici. Puis elle a fermé la porte. Juste comme ça. Je suis restée là, sur leur porche, dans le noir, pendant que mes petits-enfants riaient à l'intérieur. Je n'ai pas frappé à nouveau.
Je n'ai pas appelé Carter. Je suis retournée à ma voiture, je suis montée sur le siège avant et je suis restée assise en silence pendant longtemps. J'ai pensé à rentrer chez moi, mais je ne pouvais pas. L'idée de retourner dans cette maison froide et vide après ce qui venait de se passer. Je ne pouvais pas. Alors j'ai incliné le siège et j'ai resserré mon manteau autour de moi. Je n'ai pas beaucoup dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais l'écho de la voix de Lassie, ce n'est pas un refuge ici. Vers 6h30 le lendemain matin, je suis allée directement au bureau de Richard Feller. C'est notre avocat spécialisé en succession et c'était un ami de Walter de l'époque où il enseignait. Je suis arrivée avant qu'il n'ouvre, je me suis assise sur le parking jusqu'à son arrivée, puis je suis entrée dans son bureau comme une femme en mission. J'ai dit, Richard. Je veux tout changer. Et je le pensais. Richard m'a fait asseoir dans son bureau comme il le faisait toujours, calme, tranquille, respectueux. Il m'a offert du café. Je n'en voulais pas. Il a ouvert le tiroir à dossiers et a sorti notre dossier de succession. Que voulez-vous changer exactement, Ruth? M'a-t-il demandé. Je lui ai dit, clairement et simplement, tout ce qui porte le nom de Carter, enlevez-le. Je le veux hors du testament. Je veux que lui et Lassie soient retirés de tout ce dont ils pourraient hériter. Tout. Il a haussé les sourcils. C'est une décision importante. Je ne suis pas venu ici pour hésiter, ai-je dit. Alors nous nous sommes mis au travail. Walter et moi n'avions pas des millions, mais nous avions assez. La maison, entièrement payée. Un compte d'épargne joint avec un peu plus de 260 000 $. Quelques investissements que Walter avait faits il y a des années et qui avaient bien marché. Et une police d'assurance vie d'une valeur de 100 000 $ qui venait d'être versée la veille. À l'origine, le testament partageait tout en trois. Carter devait avoir la maison et un tiers des économies. Notre fille, Bethany, qui vit en Oregon et a toujours été respectueuse et gentille, devait recevoir un autre tiers. Le reste devait être partagé entre les petits-enfants à l'avenir. Bethany m'appelait tous les jours pendant que Walter était malade. Elle a pris l'avion 3 fois juste pour aider. Elle a même proposé de prendre des congés quand les choses ont empiré, mais Walter a dit non. Il ne voulait pas qu'elle perde son emploi à cause de ça. Carter est venu une fois au cours des 6 derniers mois. Lassie est restée dans la voiture. J'ai dit à Richard de faire de Bethany la bénéficiaire principale. Elle aurait la maison maintenant. Je lui ai dit de créer des fonds universitaires pour chacun de ses enfants, des vrais. Des comptes bloqués. Je lui ai aussi dit de mettre de côté 50 000 $ pour un refuge local où j'avais l'habitude de faire du bénévolat. Cela semblait approprié après ce que Lassie avait dit. Quand j'ai eu fini, j'ai demandé à Richard s'il y avait un moyen de s'assurer que Carter ne pourrait rien contester plus tard. Il a dit que nous pouvions ajouter une clause de non-contestation. S'il essayait de contester le testament, il perdrait tout. J'ai dit, faites-le. C'était la première étape. Mais je n'avais pas terminé. Plus tard cette semaine-là, j'ai commencé à nettoyer la maison. À me préparer à déménager. Je ne voulais plus y rester. Trop de souvenirs. Bethany a proposé de venir m'aider à faire les cartons. Je lui ai dit pas encore. J'avais encore une chose à régler. J'ai appelé Carter. Il n'a pas répondu la première fois, ni la deuxième. Au 3e essai, il a décroché. Il avait l'air agacé. Salut maman, je suis un peu occupée là. J'ai dit, je voulais juste te faire savoir que j'ai changé le testament. Silence. J'ai continué, toi et Lassie n'y figurez plus. La maison va à ta sœur. L'argent aussi. J'ai créé des fonds pour ses enfants. Vous n'aurez rien. Qu'est-ce qui te prend, maman? Tu m'as laissé devant chez toi la nuit où ton père a été enterré. J'ai dormi dans ma voiture pendant que tes enfants riaient à l'intérieur. Tu n'as même pas ouvert la porte. Il a commencé à argumenter. A dit que Lassie était débordée. A dit que j'aurais dû appeler d'abord, que je faisais du drame. J'ai raccroché. Je pensais que ce serait la fin, mais j'avais tort. 2 jours plus tard, on a frappé à la porte. C'était Lassie, maquillée, habillée comme si elle allait à une réunion de conseil d'administration.
Un faux sourire plaqué sur le visage. Oh mon Dieu, Ruth, dit-elle. Nous sommes tellement désolés. Je voulais passer. Cette nuit-là, vous nous avez pris au dépourvu. Les enfants étaient malades. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je l'ai juste regardé fixement. Puis Carter est arrivé de la voiture. Il n'avait pas l'air désolé. Il avait l'air furieux. Tu as changé le testament, demanda-t-il. Sérieusement? J'ai dit, oui. Je l'ai fait. Et je ne le changerai pas. Lassie s'est avancée. Tu laisses tes émotions prendre des décisions permanentes. Ce n'est pas juste. Tu sais ce qui n'est pas juste, ai-je dit. Être assise seule dans une voiture après avoir enterré l'amour de ta vie parce que ta propre famille ne te laisse pas entrer. Carter a dit, tu es méchante. J'ai dit, non. Je fais juste enfin attention. Ils sont partis en colère. Carter a claqué la portière de la voiture. Lassie a démarré en trombe comme une adolescente. Je pensais que ce serait peut-être tout, mais la tempête ne faisait que commencer. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre d'un avocat. Carter essayait de prétendre que je n'étais pas saine d'esprit lorsque j'ai changé le testament. Il allait me traîner en justice. J'ai appelé Bethany et je lui ai tout raconté. Elle a réservé un vol ce soir-là. Bethany est arrivée 2 jours plus tard. Elle est entrée, sa valise encore à la main, et m'a serré si fort dans ses bras que j'ai cru que j'allais m'effondrer. Je n'avais pas beaucoup pleuré depuis le décès de Walter. Mais à ce moment-là, si. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, la même que Walter avait construite lui-même il y a 30 ans, et j'ai tout déballé. Tout ce que Carter avait fait, la lettre de son avocat, les menaces, les fausses excuses de Lassie. Bethany ne se mettait pas souvent en colère. Elle était toujours la plus calme de mes 2 enfants. Mais cette fois, je l'ai vue. Son visage s'est durci. Elle a dit, s'il veut une bagarre, il a choisi la mauvaise fichue sœur. Je lui ai tendu la lettre. Elle l'a lue 3 fois, puis a sorti son ordinateur portable et a commencé à taper. Elle a aussi passé des appels, à Richard, à un ami de la famille qui travaillait comme assistant juridique. Même à un thérapeute qu'elle connaissait, spécialisé dans les affaires des personnes âgées. Elle ne plaisantait pas. Pendant qu'elle travaillait, j'ai commencé à faire des cartons. Petit à petit, j'ai dépouillé la maison des souvenirs qui faisaient trop mal à regarder. Mais j'ai gardé certaines choses, les vieux carnets de Walter, notre album de mariage, une photo de nous en 1974, assis sur le capot de sa première voiture. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. Environ une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Tyler, le fils de Carter et Lassie. Il n'a que 12 ans. Il a dit, « Mamie, pourquoi papa a dit que tu nous détestes maintenant ?» J'ai eu l'impression qu'on m'avait coupé le souffle. Je lui ai demandé où il avait entendu ça, et il a dit, « Papa nous a dit que tu nous punis parce que tu n'aimes pas notre maman. » Il a dit, « Tu donnes tout à tante Bethany parce que tu penses qu'on est méchant. » Je lui ai dit la vérité, doucement. J'ai dit, « Chérie, rien de tout ça n'est de ta faute. Je t'aime beaucoup. Je t'aimerai toujours. Mais parfois, les adultes font des erreurs, et ton père, eh bien, il en a fait de grosses. » Il est resté silencieux, puis a demandé, « Est-ce que je peux encore te voir ?» J'ai dit, « Bien sûr que tu peux. » Mais ce ne serait pas facile, car peu de temps après, Lassie m'a envoyé une lettre de mise en demeure. Elle disait que je ne devais plus contacter ses enfants directement. Elle m'accusait de manipulation émotionnelle. J'ai montré la lettre à Bethany. Elle a dit, « Ah non, ça jamais. » Alors nous avons rendu l'affaire publique, pas avec le monde entier, mais avec la famille. Bethany a envoyé une lettre détaillée à tous les parents que nous avions. Elle expliquait exactement ce qui s'était passé après les funérailles, comment j'avais été laissée dehors, comment j'avais été traitée, comment j'étais traînée en justice par mon propre fils parce que j'avais décidé de ne pas récompenser la cruauté. Nous n'avons pas édulcoré les choses. Nous n'avons pas demandé de sympathie. Nous avons juste dit la vérité. Les retombées ont été rapides. D'abord, ma belle-sœur, Nancy, a appelé. Elle a dit qu'elle était dégoûtée par Carter. Puis mon cousin,
Tom a envoyé un email, disant qu'il avait toujours pensé que quelque chose clochait avec Lassie mais n'avait jamais rien dit. Même le vieil ami de poker de Walter a commencé à me contacter, disant qu'il me soutenait. L'image de Carter, son image d'homme de famille poli et prospère, a commencé à se fissurer. Et puis est arrivé le rebondissement auquel je ne m'attendais pas. Bethany a creusé plus profondément. Elle a engagé un ami, quelqu'un qui faisait de la comptabilité judiciaire. Nous n'essayons pas de déterrer des saletés, mais nous essayons de voir si Carter avait une base légale pour prétendre que j'étais mentalement inapte. Nous voulions être prêts. Ce que nous avons trouvé m'a donné la chair de poule. Carter avait déplacé de l'argent. De petites sommes, mais de manière constante. Du compte joint que Walter et moi avions ouvert pour les urgences familiales. Celui auquel il avait accès lorsque Walter a été diagnostiqué pour la première fois. Ce n'était pas beaucoup à la fois. $500 par-ci, $1,200 par-là, mais sur 18 mois, près de $19 000 avaient disparu. Nous avons confronté Richard, notre avocat. Il a confirmé que Carter y avait accès. Il a dit que c'était pour des « factures médicales ». Richard a dit « J'ai supposé que vous saviez ». Je ne savais pas. Et je peux vous jurer que je ne l'avais pas approuvé. Bethany a tout imprimé et fait des copies. Elle n'a pas dit grand-chose ce soir-là. Elle continuait juste à regarder la pile de papier devant elle, secouant la tête. Elle a finalement dit « Il t'a volé pendant que papa se mourait ». J'ai hoché la tête. Oui, c'est vrai. Cela a tout changé. Nous ne défendions plus seulement mes décisions. Maintenant, nous avions une raison de passer à l'offensive. Bethany a organisé une réunion avec un autre avocat, spécialisé dans la fraude envers les personnes âgées et l'abus financier, et nous étions prêtes à nous battre. Nous avons rencontré l'avocat spécialisé en fraude envers les personnes âgées la semaine suivante. Il s'appelait Mark Adler, un homme vif d'une quarantaine d'années qui ne perdait pas de temps en politesse. Il s'est assis avec nous dans une salle de conférence, a examiné tous les documents que Bethany avait rassemblés, relevés bancaires, historique des transactions, notes de Richard, puis m'a regardé. Madame Hart, dit-il, vous avez un dossier solide. Votre fils a détourné des fonds alors que votre mari était en phase terminale. Cela seul constitue un abus financier envers une personne âgée. Si vous voulez engager des poursuites judiciaires, je peux déposer une plainte dans la semaine. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je continuais juste à regarder par la fenêtre. Carter n'avait pas toujours été comme ça. C'était un gentil garçon autrefois. Je lui tenais la main pour traverser la rue. J'embrassais ses genoux écorchés. Il me suppliait de le border le soir, même quand il avait 9 ans. Mais ce garçon avait disparu depuis longtemps, et que restait-il? Cet homme froid et arrogant m'avait volé, ignoré, et avait essayé de m'achever alors que j'étais déjà à terre. Je me suis retourné vers Mark et j'ai dit, faites-le. La plainte a été déposée le lendemain. Carter était officiellement poursuivi par sa propre mère pour abus financiers sur personnes vulnérables. 2 jours plus tard, l'enfer s'est déchaîné. Carter a appelé en hurlant. Bethany a décroché. Je n'ai entendu que sa version. Non, Carter. Tu ne vas pas voler maman et t'en tirer comme ça. Tu ne vas pas la laisser dehors dans le froid pour ensuite jouer la victime. Tu as de la chance qu'on ne porte pas encore plainte au pénal, pour l'instant. Il a dû menacer quelque chose car le ton de Bethany a baissé, et elle a dit, vas-y, essaie. Tout ce que tu as fait est écrit. Tu veux expliquer à un juge comment tu as menti à notre père mourant et utilisé son compte pour rembourser ton prêt auto? Clic, le même après-midi, Lassie s'est à nouveau pointée chez moi. Mais cette fois, ses cheveux étaient en désordre et son visage était rouge et marbré, comme si elle avait pleuré. Elle n'a même pas frappé. Elle s'est juste mise à hurler depuis le porche. Comment avez-vous pu nous faire ça, a-t-elle crié. Vous ruinez nos vies. Carter pourrait perdre son emploi à cause de ça. Bethany est venue à la porte à côté de moi. Calme, les bras croisés. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Lassie faisait les 100 pas sur les marches, pleurant, suppliant, menaçant. Puis finalement, d'accord. C'est bon. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-nous juste ce que vous voulez.
Bethany s'est penchée en avant et a dit, froide comme la glace, nous voulons que vous subissiez les conséquences. Puis elle lui a claqué la porte au nez. Lassie a tambouriné dessus pendant encore 5 minutes avant de partir. Je n'ai pas bronché. 2 semaines plus tard, l'employeur de Carter, un grand cabinet d'expertise comptable, a eu vent du procès. Quelqu'un de notre cercle familial a dû partager les documents. La nouvelle s'est répandue rapidement. Carter a été mis en congé administratif. En d'autres termes, il a été suspendu pendant qu'ils examinaient la plainte. Il s'avère qu'un comptable poursuivi pour fraude financière, même personnelle, ça ne fait pas très bonne impression. Puis vint l'audience. Carter s'est effectivement présenté avec un avocat. Il a essayé de jouer le fil modèle. Il a dit au juge que je lui avais donné une permission verbale, que j'avais oublié, que j'avais peut-être des problèmes de mémoire précoce. Il a même insinué que j'étais coachée par Bethany. Il a creusé sa propre tombe là, parce que ma mémoire est plus vive que jamais. Et Bethany avait déjà recueilli des témoignages de moralité de voisins, d'amis de l'église, et même de l'infirmière des soins palliatifs de Walter. Tous ont dit que j'étais saine d'esprit, responsable, pleinement consciente. Puis Richard, notre avocat de longue date, a été appelé comme témoin. Il a dit sous serment que Carter ne m'avait jamais mentionné les retraits, qu'il avait seulement prétendu que c'était pour des urgences médicales, et qu'il avait supposé que cela concernait les soins de Walter, qu'il n'y avait jamais eu d'autorisation écrite, jamais de preuve. Le juge a statué en notre faveur. Carter a été condamné à rembourser la totalité des 18 735 $. Avec intérêts et dommages-intérêts. Il a perdu son emploi le mois suivant. Mais je n'en avais pas fini. J'avais demandé à Richard de s'assurer que l'acte de propriété de ma maison soit transféré à Bethany. Cela a été finalisé alors que le procès était encore en cours. C'est elle qui possédait maintenant la maison. Pas moi, pas Carter. Elle. Puis nous avons fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. Nous avons mis la maison en vente. Bethany m'avait déjà fait de la place chez elle, en Oregon. Nous allions vivre ensemble, prendre un nouveau départ. Et j'allais être près de ses enfants, 2 adorables petites filles qui voulaient vraiment de moi. Avant de quitter la ville, j'ai envoyé une dernière lettre recommandée à Carter et Lassie. À l'intérieur se trouvait un chèque d'exactement $1. Un cadeau, pour qu'ils ne puissent pas prétendre avoir été oubliés par accident. Avec cela, une copie de mon Nouveau Testament. Il stipulait clairement. Tous les biens doivent être transmis à ma fille, Bethany, et à ses enfants. Mon fils, Carter, et sa femme, Lassie, ne recevront rien de plus. Ceci est intentionnel. Cela reflète la nature de notre relation et les choix qu'ils ont faits. Je n'ai plus entendu parler d'eux, mais j'ai appris par des rumeurs qu'ils avaient dû vendre leur maison dans les 3 mois. Fini le lotissement chic. Fini les boîtes aux lettres assorties. Les réseaux sociaux de Lassie ont disparu. La réputation de Carter en ville était ruinée. Et moi? Je vis en Oregon maintenant. J'ai ma propre chambre dans la maison de Betty. Mes petites filles viennent chaque matin me réveiller. Elles m'apportent des dessins et des céréales et me demandent de leur raconter des histoires sur grand-père Walter. Il me manque toujours tous les jours, mais je sais qu'il aurait été fier de ce que j'ai fait. Je me suis défendue. Et je me suis assurée, et comment, que les gens qui ont essayé de me traiter comme si je ne comptais pas apprennent à quel point ils avaient tort.